Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je porte ici un regard sur l'héritage de Michel Cartier. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Céline Twigg et Jacques Cool. Retraitée active de l'enseignement, Céline est consultante en éducation après avoir occupé les fonctions de direction adjointe dans un collège montréalais. Elle fait maintenant partie de notre équipe dynamique de responsables de la rétroaction au cadre 21. Jacques, lui, a une longue feuille de route en éducation au Nouveau-Brunswick. Installé au Québec depuis presque une dizaine d'années maintenant, il a été le premier directeur du cadre 21. Il est toujours actif, lui aussi, et œuvre en innovation pédagogique auprès de l'équipe de la jeune pousse EdTech Viréo. Lorsque nous avons appris le décès de Michel Cartier au cours de l'automne 2023, j'ai eu le goût de prendre un moment pour discuter de son héritage encore méconnu du grand public avec Céline et Jacques qui ont eu la chance de le côtoyer il y a quelques années. Dans mes premiers temps au cadre 21, Jacques m'avait refilé un livre de Michel Cartier, La société émergente du 21e siècle, qui était sur la tablette de la bibliothèque que nous retrouvons dans nos espaces ici à Montréal. Le prof d'univers social en moi a tout de suite été captivé par le panorama prospectif dressé par Cartier et son acolyte John Husband dans cet ouvrage de 2011. Avec le déploiement du numérique, le monde change, profondément et de plus en plus rapidement. Et force est de constater que les prédictions de Cartier sur les effets des mouvements sociaux en cours étaient particulièrement justes. C'est donc symboliquement dans ce même espace, attablé juste à côté de la bibliothèque regroupant différents livres rédigés par Michel Cartier, que j'ai convié Céline et Jacques pour une discussion, sans prétention, autour de l'héritage de son œuvre et de ce qu'on peut y trouver comme éclairage pour les défis auxquels nous sommes confrontés en éducation. C'est toujours un plaisir d'enregistrer un balado en direct, mais surtout en personne. Puis j'ai la chance aujourd'hui, alors je viens d'appuyer sur « Enregistrer », d'être en présence avec Jacques Cool et Céline Twigg, deux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon entrée dans l'univers du cadre 21, puis avec qui j'ai eu la chance d'échanger à plusieurs reprises dans le passé. Puis on prend quelques instants, quelques minutes, du moins on pense, parce qu'on s'est fait un plan de match, mais on se laisse l'occasion de se laisser emporter par les discussions, puis on espère que ce sera intéressant pour les gens aussi, parce que la question demeure, pourquoi devrais-je m'intéresser à Michel Cartier, on pourrait quasiment dire cet illustre inconnu, et vous, Céline, Jacques, vous avez eu la chance de discuter avec lui en présence. Il y a déjà, une dizaine d'années à ce stade-ci? Un petit peu moins que 10 ans, je dirais, Jacques. C'est environ 7 ans passés, environ. Ouais. Et vous avez été témoin de toute sa vivacité d'esprit puis de vision, puis et surtout après ça, de tout l'héritage, dans le fond, qu'il a laissé puis qui gagne peut-être à être connu encore aujourd'hui. Je vous demanderais d'emblée, pour ceux qui n'ont aucune idée, ils ont cliqué sur « J'écoute le balado », c'est « Pourquoi devrais-je m'intéresser à Michel Cartier ». Qui c'est ça, Michel Cartier? Bien, d'abord, c'est quelqu'un qui a passé sa vie, surtout ici à Montréal. Il a enseigné pendant au moins 35 ans à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, en communication, mais il y avait quand même un parcours fort intéressant avant d'arriver à l'université. La compagnie de danse Les Feux Follets, c'est lui qui l'a fondée. Je pense qu'on est dans le milieu des années 50. Et puis, il a fait plein d'autres choses, mais un autre fait marquant, il a fait rien de moins que chorégraphier la scénographie des cérémonies d'ouverture et fermeture des Jeux olympiques du 1976 à Montréal. Ce n'est pas peu dire. En effet. Et puis, à l'UQAM, dans son domaine d'enseignement et de recherche, il était beaucoup à l'avant-garde par rapport à l'émergence des nouvelles technologies. On parle à ce moment-là de l'ordinateur personnel et ainsi de suite. Donc, c'est un grand visionnaire et qui avait, à mon avis, pour l'avoir côtoyé à 2 ou 3 reprises, surtout en fin de vie, puis à écouter ses enseignements,
C'était vraiment quelqu'un qui, au-delà de parler du sujet plus pointu de la communication avec les images et tout ça, avait un regard global, sociétal sur le monde dans lequel on vit, qui ça vaut la peine de s'arrêter, de réfléchir et qui nous met vraiment... qui met vraiment bien en perspective là, des situations actuelles encore. Donc, il est très visionnaire pour son époque et puis on a eu le beau privilège de le côtoyer à quelques reprises ici au cadre 21 quand j'y étais. J'ajouterais que son leitmotiv à M. Cartier, c'était « Le monde change ». Oui. Et il essayait de comprendre sur quoi reposait ça, le monde qui changeait. Alors, il y avait plusieurs avenues. Il y avait son approche historique, il y avait son approche sociologique, je dirais même philosophique. Oui. Et aussi, tout ça tournait autour de la communication. Et là, il s'est rendu compte, avec ses études et ses recherches, que l'image, par l'avenue de l'ordinateur qui s'est spécialisé, mais l'image prenait de plus en plus de place. Et le fait que l'image dans la communication, et le fait que l'image prenait de plus en plus de place dans la communication, ça faisait que les fondements du raisonnement changeaient chez l'être humain. Et donc, c'est ça qui devenait intéressant pour nous, je pense, Jacques, lorsqu'on est... dans le fond, on a assisté à un séminaire là, qui a duré 6 séances, vraiment en vase clos. Monsieur Cartier, lorsqu'on l'a rencontré en 2017, il était dans la mi-80, 85 à 90 ans, oui. Une santé assez fragile, et lui, il voulait léguer ses recherches à des gens qui pouvaient les retransmettre. Lui, il voulait laisser un legs sur toute sa recherche, comme je vous disais, dans le leitmotiv, le monde change, pourquoi il change et où on s'en va dans ce changement. Parce que je pense qu'il posait beaucoup d'espoir dans le monde de l'éducation comme tel pour pouvoir former les gens par rapport à ces nouvelles réalités. Il cite d'entrée de jeu sur son site là, la citation dit que c'est pas la fin du monde, mais la fin du monde tel qu'on le connaît. Donc, finalement, de nouveaux rapports au savoir et l'impact de ceci sur le système école tel qu'on le connaît, puis ce qu'on devrait adresser par rapport à ça. Parce que il était témoin quand même de grandes transitions. Hein? On parle les premières décennies du 21e siècle, pour lui, étaient des moments de forte transition. Et vous savez, on entend souvent parler de la 4e révolution industrielle et tout ça. Puis pour lui, il a dit non, il dit c'est plus profond que ça, ce qui s'en vient. Oui, il y a eu la première, la deuxième, la 3e révolution industrielle. Mais il dit l'ampleur de ce qui s'en vient, l'éclatement même de ce qui s'en vient, on parle plutôt d'une révolution post-industrielle. Donc, vers une société de la connaissance. Là. Et c'était quand même basé sur beaucoup d'observations. Tu mentionnais, Céline, son regard historique de la chose et sociologique. Et je ne sais pas si tu avais ressenti ça, Céline, mais il y avait une certaine... ça empreint un peu d'inquiétude dans son propos par rapport au devenir, parce qu'à cette époque-là, c'était l'arrivée... il parle de Brexit, on parle de l'arrivée de Trump, toute cette mouvance vers la droite, des manifestations de désinformation dans ce que les médias sociaux étaient devenus, tout ça, puis ça l'habitait beaucoup, ça, cette instabilité-là. Et parce que... Dans ses écrits, il parle souvent de l'émergence d'une société de la connaissance, mais d'une connaissance qui est mutualisée, mais d'une connaissance où est-ce que l'information est efficace dans l'action. Puis c'est là où est-ce que c'est qu'il y avait beaucoup d'inquiétude quand il parlait qu'on bascule d'un monde d'information à un monde d'opinion. Puis on a vu justement ce que les réseaux sociaux ont amplifié finalement comme phénomène sociétal. Donc, c'est ça, d'opinion, d'émotion. Beaucoup. Puis c'est intéressant de vous entendre, parce que c'est ça, de se rappeler, là, vous avez discuté avec lui 2017. Là, évidemment, on est dans un monde qu'on peut qualifier aujourd'hui de pré-pandémique. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées, qui se sont accélérées, qui se sont accentuées, qui se sont, on pourrait quasiment dire, exacerbées pendant le temps de la pandémie.
Avez-vous l'impression que ce qui semblait voir venir avec une certaine appréhension, c'est qu'il y a eu comme même un petit phénomène d'accélération là, de ces éléments qui pointaient, depuis 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, on est à l'aube de 2024. Est-ce qu'on se sent qu'il était pas mal sur la cible, dans le fond, sur ces éléments-là? Oui, je dirais, il était vraiment un visionnaire parce qu'il voyait très, très bien, oui. Mais moi, je dirais que l'image prend de plus en plus d'importance et c'est là oui, que c'est lui, il voyait beaucoup ça, l'image dans la communication, et ça le questionnait beaucoup, puis il voyait un clivage entre les jeunes générations qui sont nées dans ce monde-là et les 50 ans et plus, et même les décideurs politiques qui n'étaient pas dans ce monde-là. Donc, il voyait un clivage vraiment prononcé. C'est ça l'inquiétait beaucoup. Un déhanchement. Oui, complètement. Et c'est vrai, si je reviens à ta question, la pandémie a fait en sorte que, avec le télétravail, avec l'ampleur du recours aux outils numériques, bien, ça fait en sorte que le clivage a été moins important entre les générations, je dirais, mais où les gens se sont, par contre, plus positionnés dans un monde d'opinion et non pas dans un monde de raison ou de raison ou d'information. Les gens se sont plutôt sont allés dans un monde d'émotion et d'émotion, et il y a eu des clivages avec les réseaux sociaux, là, puis ça, il le voyait très bien. Oui, parce que déjà, dans les années 2010, son propos était souvent porté sur cette nouvelle patente là, qui est les réseaux sociaux au cœur de notre société, comment ils prennent une place importante, puis c'était peut-être moins la mécanique des réseaux sociaux en tant que telle que l'impact sur nos rapports sociaux, puis c'est peut-être là, dans le fond, que pourquoi devrais-je m'intéresser à Michel Cartier? Bien, c'est que rapport social, communication, connaissance, ben là, on arrive dans le giron de l'école. Oui, tout à fait. Parce que quand il décrit le monde post-industriel, le terme qu'il utilisait, là, finalement, il y avait 3 composantes là, qu'il indiquait là-dessus. C'était le monde des idées, le savoir, les connaissances, jumelé avec le monde technologique, avec toute la possibilité de faire rayonner, de diffuser ça. Et aussi, en toile de fond, fort intéressant, le monde terrestre, c'est-à-dire le contexte environnemental, les crises, c'est une des 5 crises qu'il nommait, et mélanger le tout, puis ajouter à ça justement des facteurs biotiques comme une pandémie, ça venait accentuer. Puis il parlait beaucoup de l'heure des choix. On arrive à l'heure des choix pour justement voir comment est-ce que l'humain, quelle sorte de société, quelle sorte de monde qu'on veut s'offrir par rapport à ce clash, excusez le terme anglais, de tous ces rapports de force-là. On parlait d'émotions qui habitent et d'énergie. Bien, c'est ça, il dit l'information ou même la désinformation couplée avec de l'émotion, mais pour lui, c'est une forme d'énergie très forte. Puis on voit aujourd'hui comment est-ce que ça guide même, ça détermine même l'issue de grands scrutins, ça met en péril certaines démocraties, ça fragilise finalement des fondements sociétaux là, pour lesquels on a vraiment besoin de voir quelle sorte de monde qu'on veut justement léguer pour la suite. Puis est-ce que la façon de faire qu'on a faite jusqu'à date, est-ce que ça sert encore ou bien comment est-ce qu'on doit se transposer, se transformer vers quelque chose de nouveau, un nouveau modèle? Puis dans cette optique-là, très grande et à très haut niveau, on ne peut pas faire autrement que se dire, bon, ben, est-ce que l'école sera en mesure de guider, former, accompagner les jeunes qui seront des acteurs ou des prenants de ces décisions-là? Je reviens encore à son site web à un moment donné, où il pose une série de questions à la fin de chacun des chapitres, puis une qui disait « Pouvons-nous édifier des plans concernant le futur de notre société sans y associer les jeunes ?» Et je la trouve fort intéressante, cette question-là. Mais pour que les jeunes, justement, puissent y contribuer, on a toujours ce mandat-là de bien les accompagner pour
pour qu'ils puissent développer des belles compétences et des bons savoirs, des bons rapports au savoir pour apporter une contribution positive à leur milieu média puis au milieu global. Oui, puis le site web dont tu fais référence, Jacques, c'est 21siècle.québec, hein, qu'on peut retrouver là, une partie, dans le fond, là, des éléments qu'il a voulu léguer là-dessus. Puis il y a beaucoup, évidemment, question de tous ces enjeux-là. Puis quand je lis les sous-titres, on parle information, numérique, Internet, communication, culture de l'image écran, société de la connaissance. Donc, tous des éléments, dans le fond, qu'on a soulevés. Céline, tu faisais référence justement à cette transformation là, vers une culture de la communication tournée vers l'écran, et donc où est-ce que l'image prend beaucoup d'importance, puis que pour Michel Cartier, ça allait avoir un impact beaucoup plus profond que juste l'aspect médiatique de la chose, c'est-à-dire qu'on utilise plus d'images qu'avant, mais que ça transformait notre rapport, dans le fond, à la connaissance, à la vision du monde, à la représentation du monde. Tout à fait, parce que l'image va chercher dans notre cerveau des éléments qui sont complètement différents de ceux de l'écriture. Alors, juste dans le fait des apprentissages, bien, on apprend différemment. Lorsque c'est, par exemple, si on parle du langage écrit, bien, c'est un langage qui est raisonné, donc ça va aller chercher dans la partie du cerveau tout le côté raisonnement. Ça demande aussi, la culture de l'écrit, ça demande des apprentissages au niveau de la grammaire, de la mémoire, les règles et tout. Ouais. Donc, c'est vraiment un règne de la raison. Alors que l'apparition de l'image et l'importance de l'image dans la communication, et ça, c'est arrivé avec l'écran, bien, ça fait en sorte que là, on est dans un règne d'émotion. Oui. Et lorsqu'on est dans un règne d'émotion, bien là, tout le monde a le droit à l'opinion. Ouais. Et le fait aussi, bon, alors, l'image, on la retrouve partout, et elle est facile aussi maintenant. Les outils pour y accéder sont nombreux, la tablette, le portable, le téléphone, et tout le monde a un téléphone cellulaire maintenant, donc... petits et grands. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment très, très imprégné dans notre culture, là, et c'est pas juste ici, c'est vraiment partout dans le monde. Exactement. Les publicistes ont compris ça bien avant l'école. Je fais souvent allusion à la publicité des Ford F-150 entre la première et la deuxième période de hockey, où est-ce qu'on a ces images-là de camions performants dans un chemin de boue, et puis que c'est bon sur le gaz, puis ça transporte tes outils, ta pizza, ouais, j'en veux un. Donc, c'est vraiment l'émotion qui est suscitée dans un public cible typique, presque stéréotypé. Et qu'à ce moment-là, par la suite, par contre, on va peut-être aller lire au sujet d'eux puis s'enquérir au sujet d'eux. Donc, les publicistes ont vraiment trouvé... Et même dans les médias d'information, de lecture ou de presse écrite, c'est presque plus presse écrite, mais presse médiatique, on regarde la façon dont sont présentées les nouvelles, souvent avec un schéma explicatif, avec une petite vidéo qui vient appuyer un propos écrit. La mise en page est complètement autre. Ce qui fait que cette culture de l'image écran, elle est amplifiée maintenant avec tous les développements numériques. Puis on n'a même pas parlé des capacités génératives d'images, de l'intelligence artificielle en soi. Je suis allé voir le site de turbo.art, là, c'est inimaginable. Je me sens comme un Dali instantané, là. Donc, c'est ça, c'est cette force-là qui vient susciter beaucoup d'émotions, puis couplée avec l'information, qu'elle soit bonne ou pas, qu'on a par rapport à ça. C'est ça, cette notion d'énergie-là qui donne. Puis si c'est dans un intérêt, je sais pas moi, géopolitique, mais ça soulève les masses, les gens descendent, les gens revendiquent, les gens questionnent, les gens sont pas contents. Donc, on a, pour amener ça à l'échelle de l'école, puis avec nos jeunes qu'on accompagne, cette belle responsabilité morale et sociétale-là de bien les accompagner pour justement les outiller pour que leur rapport aux connaissances soit le plus positif possible, puis que l'émergence de bonnes compétences, de discernement, de pensée critique, de communication,
En soi, l'image d'écran, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, des gens savent raconter des belles histoires emballantes, amplifiées avec toutes sortes de symboles ou autres, et on est ébahi par le propos, la profondeur, la beauté, le côté esthétique des choses. Ben c'est ça. C'est une lame à double tranchant et de là ce beau rôle d'accompagnement qu'on a avec nos jeunes pour qu'ils développent ces compétences-là. Je continuerai avec la lecture écran que souvent M. Cartier appelait la lecture métaphorique parce qu'elle fait appel aux émotions. Ce qu'il disait, et avec raison, je pense, ce qui est important, et c'est ça qui est important en pédagogie, c'est que pour que la lecture soit vraiment complète, bien, ça prend la culture du lecteur, à l'inverse de la lecture écrite. Parce que quand on est dans un texte écrit, on suit la pensée de l'auteur. On est guidé. On est guidé, et c'est une pensée qui est linéaire, qui est structurée, qui est organisée. Alors que l'image écran, on est avec des hyperliens, on saute d'un site à l'autre, et la première chose qu'on voit, c'est on va être capté par l'image, et c'est là qu'il va aller capter une image ou un lien qui nous apparaît important, et on va aller sauter d'un site à l'autre. Donc, pour faire notre pensée ou pour construire nos connaissances, bien, ça prend vraiment un lecteur qui a de la culture et qui est capable de dire, bien, ça j'adhère pas, puis je suis capable de faire une opinion au fur et à mesure. Et donc, je structure mon opinion au fur et à mesure, puis je ne suis pas nécessairement de façon linéaire une connaissance. Et ça, c'est très important dans le monde de l'éducation et dans nos pratiques pédagogiques. Il faut en tenir compte, parce que lorsqu'on demande à un élève d'aller faire une recherche, ou on est dans un projet, puis on lance dans un projet, bien, il faut penser que l'élève, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller d'un site à l'autre. Et il ne lira pas un texte en continu, et il n'apprendra pas, ses apprentissages ne seront pas de façon linéaire. Oui, puis, tu sais, en regard de tout ça, en vous écoutant, ça me faisait penser à un des éléments là, que j'avais vu en communication avec l'acronyme AIDA, là, A-I-D-A. De dire que, tu sais, chaque processus de communication, puis en marketing, évidemment, là, on assoit ça beaucoup. Tu sais, il faut tout d'abord attirer l'attention, susciter l'intérêt, de faire comme générer un désir, et après ça arrivera l'action, dans le fond, qui est là. Puis il semble que l'image soit, une image vaut 1000 mots, là, qu'on dit. Donc, une image bien préparée, bien élaborée. Puis, Céline, tu fais référence, dans le fond, quasiment à l'élaboration d'une page web. Toutes les informations qu'on peut avoir à l'écran, ils sont vraiment aménagés de façon différente que ce qui est fait dans un livre. Ou même jusqu'à un certain point dans une revue. On sait que dans une revue, c'est pas pareil parce qu'il y a souvent plus d'images et tout ça, mais dans un livre, tout est linéaire. Fait qu'on part d'en haut à gauche, on se finit en haut à droite la page, on recommence après, puis on suit, comme tu disais tout à l'heure, le guide qui est la personne qui en a fait la rédaction, alors que jusqu'à un certain point, la culture avec l'image, ce qui nous est présenté, c'est un buffet. Puis là, nos yeux vont aller là où on attire l'attention. Puis là, il y a peut-être une question de goût, il y a peut-être une question d'intérêt aussi à travers ça. Puis si ça a été bien préparé avant, ça veut dire qu'on sait où aller susciter le désir pour qu'il y ait une action, dans le fond, qui soit posée. Mais, question à 100$, dans le fond, c'est est-ce que notre système scolaire, sa culture, elle est bâtie comme ça? Où on se dit, bon, d'emblée, ça va être intéressant, faut que tu y intéresses, point, tu sais, comme ne questionne pas, point à la ligne, go. C'est intéressant, faut que tu sois là, on l'a décidé avant toi. Bien, dans ses écrits, Cartier parle beaucoup de société industrielle, puis ensuite de l'émergence d'un nouveau monde, puis l'école telle qu'on la connaît, elle a été conçue, et même celle qu'on a encore aujourd'hui, dans ce contexte industriel-là, hein, on veut éduquer des employés qui vont travailler sur une chaîne de montage, puis il faut qu'ils apprennent certaines matières de base, puis on va le faire dans des capsules de 60 minutes, ils vont être assis en rangée, puis on pourra transmettre des savoirs. Mais ce modèle qui date maintenant de plus d'un siècle, mais on a encore les vestiges de ça dans notre configuration d'un système école. Ce qui fait que pour lui, dans cette émergence-là, puis il se doutait bien que quelque chose
doit émerger de toute cette zone de confort et de tension qu'on vit actuellement. Puis, lorsqu'il parle du nouveau monde, il parle souvent de bien-être collectif. Donc, tu as utilisé à quelques reprises le terme action, même dans l'acronyme AIDA. Pour lui, c'était ça la finalité, c'est que dans l'action pourrait émerger un nouveau modèle sociétal et culturel et économique. Et que la société de connaissance, cette information-là qui circule, elle sera efficace justement dans des actions qui vont permettre à une classe, à la société civile jumelée avec une classe économique et même une classe politique, là, de travailler ensemble vers c'est peut-être utopique comme propos, mais c'était quand même ça, sa vision des choses. Parce que c'est un modèle dans sa tête qui est très axé sur la proximité. La proximité, je veux dire, on est quasiment au courant de tout ce qui se passe dans la dernière minute dans des zones de conflit de l'autre côté du monde. Et cette proximité-là, ben, ça permet peut-être l'émergence de consensus, prise de parole des citoyens, ainsi de suite. Ce qui fait que c'était dans cette perspective-là que Cartier nous mettait en garde un peu des bons qui se faisaient, puis lui, il classait ça du même... tu sais, pour lui, là, il y a eu la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'ère industrielle, puis maintenant l'ère post-industrielle. Il classe dans ces grands mouvements et qui dit qu'à chaque bond, c'est de plus en plus complexe. Et cette grande complexité-là, mon opinion personnelle par rapport à ça se reflète même dans la profession enseignante. On a à travailler avec une grande complexité pour justement mieux accompagner ces jeunes, cette diversité de jeunes, et pour leur permettre d'être dans l'action pour être des agents de changement dans leur monde. Donc, je sais pas, je pense que Cartier aurait été très intéressé de voir ce qui se passe présentement maintenant. Je pense que ce qu'il nous présente dans son texte mérite vraiment d'être lu, si ce n'est que pour mieux comprendre les interactions du passé, les interdépendances, puis les bons complexes et rapides qui ont survenu avec les technologies et autres, pour peut-être mieux se situer où ce qu'on est maintenant, puis un peu comme la scène des petits poissons qui tombent dans la baie de Sydney. Là. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Où est-ce qu'on va à partir d'ici? Donc, un ouvrage intéressant dans les derniers éléments qu'il nous a laissés, en plus de tout ce qui est disponible sur son site internet 21siècle.québec. Il y a effectivement l'ouvrage « La société émergente du 21e siècle » qui a coécrit avec John Osborne. Ça a été publié en 2011. Très intéressant à aller fouiller dedans pour voir tout ce qui s'est passé depuis 2011, puis de voir qu'il y avait vraiment une prospective très intéressante et dans laquelle on peut aller puiser des lectures du moment présent. Est-ce que je peux à ce moment-là juste indiquer que John Osborne a coécrit beaucoup de choses sur le site web? Peut-être qu'il nous écoute présentement, il est ici à Montréal et puis très présent sur les réseaux sociaux également et dont le propos parle beaucoup de passage d'une hiérarchie à une hierarchy, c'était d'une mise en réseau des intervenants. Donc ça rejoint beaucoup les propos de Cartier. Absolument. Un peu pour situer, je voudrais faire un petit peu de mélange avec ce que tu disais, Jacques, pour situer dans le temps un peu comment la communication s'est développée. Alors, Michel Cartier vous disait qu'il y avait aussi une approche sociologique et historique. Il nous a présenté un tableau qui présente bien le développement de la communication au siècle dernier. Donc, en 1900, c'était vraiment, disons, de 1900 à 1960, une ère où la photo et le cinéma a pris naissance. Et donc, c'était un outil de communication. Et en 1960, là, ça a été, jusqu'en 2005 à peu près, une ère d'information où les médias de masse ont pris beaucoup d'importance avec la télévision et les journaux. Puis, est arrivé en 2005 l'apparition des téléphones cellulaires, des portables. Et donc là, ça a commencé la naissance de l'image écran. Donc, un outil qui était maintenant d'influence. Et ça, jusqu'à peu près 2015. Et là, en 2015, a pris, en tout cas,
a pris beaucoup d'importance, l'Internet des objets. Donc, l'Internet des objets, donc là, on travaille avec des algorithmes et on prend des décisions. Et lui, il disait, et là, nous, on l'a rencontré en 2017, mais là, il lui disait, on est à l'aube de l'intelligence artificielle. Et là, lui, ses travaux, il a à peine commencé des travaux sur l'intelligence artificielle. Il voyait ça venir, mais il n'a pas eu le temps d'élaborer sur ce sujet. Mais on voit qu'il était très visionnaire. Puis ce qui était bien, en tout cas, dans ce qu'on on rencontrait, c'est qu'il situait les choses. Alors, c'était pas de dire, bon, mais c'est l'image écran, voici, il expliquait, bon, mais voici le développement. Donc, on voyait vraiment le fil conducteur de où notre société est arrivée et où elle peut s'en aller. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment intéressant à ce sujet. Oui, puis tu parles de ça, Céline. Ça me rappelle une discussion que j'ai entendue dans un balado qui avait enregistré avec Martin Lessard. S'il est à l'écoute aussi, on le salue. Salut, Martin. Qui parlait notamment de son intérêt des réseaux sociaux, où est-ce que les algorithmes prenaient de plus en plus de place pour la proposition, dans le fond, de contenu aussi, là, puis de qu'est-ce qui va être vu par les utilisateurs, puis qu'est-ce qui sera pas vu. Puis ce qui semblait particulièrement l'intéresser à travers ça, c'est que devant l'abondance d'informations qui circulaient avec le numérique, qu'il allait se créer évidemment des groupes d'intérêt. Hein, parce qu'à un moment donné, on a une surabondance, on parle souvent d'infobésité. D'ailleurs, il me semble, un des mots cette année nouveau, là, du même genre que j'ai entendu, c'est pédagobésité. Oui. Comme de quoi qu'il y a beaucoup d'informations sur tout ce qui est développement autour de la pédagogie. Donc, même notre univers se trouve être au cœur de ce tourbillon-là. Et qu'une des conséquences qui allait se passer, c'est des groupes d'intérêt. Donc, de voir qu'on va se morceler en petits groupes. Donc, des médias de masse dont tu faisais mention, Céline, qui ont bercé finalement une bonne partie de la population active en ce moment, ben on s'en va vers d'autres choses où est-ce que finalement tout le monde ne consomme pas la même information. Et donc n'arrive pas avec le même bagage culturel non plus quand on vient travailler. On n'a pas écouté toute la même émission la veille. Hein. On est les rendez-vous de la petite vie, où est-ce qu'il y avait 3 millions de Québécois en même temps à la télé à 7h30 le soir. Ben là, ces moments-là n'existent plus. Tout le monde est dans ses propres algorithmes de consommation. Tu sais, devant ça, puis le déploiement de ça, puis effectivement, là, il y a l'intelligence artificielle là, qui vient de comme être le mot probablement de 2023 aussi, de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'école d'être ancré dans une société qui vit comme ça maintenant, on pourrait dire comme 24 heures sur 24. Des fois, je dis ça, puis des fois, j'ai l'impression qu'on essaye encore dans l'école de vivre dans une espèce un petit peu de bulle en dehors parce qu'on a, pour des raisons qu'on juge très vertueuses aussi, là, de dire que non, il y a des choses là, sur lesquelles il faut s'arrêter, puis il faut un peu comme cesser le bruit ambiant, puis de prendre le temps de s'asseoir. Mais en même temps, l'école est ancrée dans sa société et le tourbillon autour, il est toujours là, l'information qui circule partout et ces algorithmes qui te proposent toujours toi. Qu'est-ce qui t'intéresse toi? Et non pas le nous nécessairement, mais toi, là, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'école d'aujourd'hui? Puis jusqu'à un certain point de demain. Oui. Une de ces questions, puis je reviens souvent à ces questions de fin de section d'écrit, il dit qu'il est certain qu'avec Internet, on communique plus, mais est-ce qu'on communique mieux? La question est vraiment bien posée. Si on regarde... déjà, c'est une question de 2000, on pourrait dire 2012, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on communique mieux? Et puis, la réflexion par rapport à l'intelligence artificielle, sans rentrer dans ce débat, pas ce débat, mais c'est cette question cette chose très complexe. À mon humble avis, au niveau de l'école, ces nouveaux rapports au savoir-là, est-ce qu'on doit parler d'assistants d'intelligence artificielle qui vont répondre tout pour nous, ou bien est-ce qu'il s'agirait plutôt de conversation? Et à ce moment-là, notre posture, elle n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on puisse puiser dans tout le potentiel que ces outils conversationnels-là peuvent offrir, dans le but de s'en servir pour faire quelque chose de signifiant dans son milieu. Ce qui fait que ce n'est pas ChatGPT en soi qui est l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ChatGPT. Et donc, ça demande
une culture chez l'usager. Exactement. Un peu comme, dans le fond, on poursuit, parce qu'on l'avait avec la culture écran. Ouais. Donc, c'est vraiment l'utilisateur qui va faire sa connaissance, qui va construire ses connaissances, mais avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Tout à fait. C'est pas de prendre l'information, c'est de savoir quelles questions on lui pose, comment peaufiner sa recherche et tout le processus de l'utilisateur. Je pense qu'on va faire face au même défi qu'on a eu déjà depuis quelques années. Vous savez qu'à chaque rentrée scolaire, on voit dans les médias, est-ce qu'on devrait bannir le cellulaire de la salle de classe et tout ça. Puis, il était, jusqu'à un certain temps passé, facile de pouvoir défendre. Non, faut s'en servir, faut que ça puisse être utilisé à des fins pédagogiques, bien pensé, accompagner les enseignants dans ces usages pédagogiques-là. Avec ce que c'en est devenu par rapport aux médias sociaux, par exemple, la question est beaucoup plus large, les enjeux sont beaucoup plus larges que simplement le permettre à l'école ou pas. En termes de désinformation, en termes de dépendance aux écrans et tout ça, les enjeux de santé mentale. Donc, ça a dépassé le cadre de l'école. Est-ce que de bloquer ça est la solution? On pourrait tous dire non, parce qu'il faut plutôt éduquer au lieu de bloquer, mais je pense qu'on fait face au même défi avec l'intelligence artificielle. Ce que je vois par contre, je pense que Cartier serait content d'entendre que cette fois-ci, avec ce moment très, excusez le terme anglais, disruptif, je ne sais pas si c'est l'équivalent en français, disruptive, là, ouais. qu'est l'intelligence artificielle, je constate que dans la sphère du monde, le monde de l'éducation prend le temps de regarder ce qui se passe. Ce n'est pas juste l'affaire de quelques personnes intéressées seulement. On commence à se poser de bonnes questions par rapport à ces usages-là. Donc, moi, ça me donne confiance que va émerger peut-être des usages ou des codes pratiques ou même des référentiels aussi qui vont guider finalement comment est-ce qu'on veut bien le faire. Par contre, on sait tous que l'école en soi est une institution plutôt conservatrice, là, avec un petit c, donc qui ne bouge pas aussi vite que ça pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'on sera assez créatif, astucieux et entreprenant pour pouvoir justement guider les gens qui, eux, auront justement le rôle d'accompagner ces jeunes-là pour l'émergence de cette bonne culture face à ces vecteurs d'information là. Je trouve ça intéressant de faire la comparaison de ces réflexions-là que Michel Cartier avait déjà à propos de l'importance de cette culture écran, de cette culture de l'image, dans le fond, qui est là, de la façon dont on a distribué l'information, à raconter nos histoires de différentes façons. Et comme tu le soulevais, Céline, de l'importance d'apprendre à se poser des questions pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et que tout ça se repose sur, on va se poser les bonnes questions si on a une bonne culture générale aussi, et que l'école est en grande partie un vecteur de culture dans la société, parce qu'il y a des assises, dans le fond, sociales qui sont sur une culture et une compréhension commune qui sont là. Puis, Jacques, tu fais référence à l'évolution très rapide de l'IA générative en ce moment, qui nous demande de se poser des bonnes questions aussi pour apprendre à l'utiliser de façon éclairée. Comment, c'est une autre question un peu large, là, mais comment jumeler ces deux gros morceaux-là qui sont un peu contradictoires, là, parce que pour développer une grande culture commune, il y a, comme on pourrait dire, comme des incontournables. Il y a des choses que l'école doit offrir par défaut à tout le monde, mais on vit dans une époque où est-ce que c'est difficile d'intéresser tout le monde à la même affaire. Mais en même temps, on sait que c'est essentiel pour qu'après ça, les gens se posent les bonnes questions dans leurs actions individuelles. C'est jusqu'à un certain point, dans un passé pas si lointain, là, moi qui est sorti de l'université en 2003, on se posait peu encore ces questions-là là, en formation initiale sur notre posture, dans le fond, d'éducateurs, d'éducatrices avec nos jeunes.
c'est pas une mission impossible. Je vais le formuler comme ça. Ouais. C'est pas là une mission impossible, cette espèce de relation un peu contradictoire entre grande culture commune, mais savoir se poser des questions pour s'autonomiser, hein, parce que ça aussi, c'est un désir qu'on a là, général en éducation. Ben, je ne saurais te répondre exactement sur cette question-là précise, mais la réflexion de M. Cartier repose sur quelqu'un qui, d'abord, a été dans une société de l'écrit. Donc, son raisonnement est d'abord dans l'écrit. Donc, lorsqu'il fait son analyse sur l'image écran ou l'importance des écrans, bien, il le fait avec une pensée d'abord de l'écrit. Mm-hmm. Donc, et nous, même je vais parler de moi, lorsque c'est la même chose, ma réflexion, je suis d'abord... Moi, je suis à la retraite présentement, alors ça va vous dire un peu mon âge. J'ai été dans une école très traditionnelle où c'est d'abord l'écrit et toutes les règles de l'écrit, là. Et ma pensée s'est faite à partir des textes linéaires, donc j'ai pas été issue du milieu de l'écran. Et présentement, les recherches, ce sont des gens qui sont issus de cette pensée-là, de la pensée de l'écrit. Donc, je ne saurais te répondre à la question mais c'est intéressant. Parce qu'on a une vision de notre façon de penser, elle repose d'abord sur une culture de l'écrit. Oui, l'objet, ça me rappelle à l'université l'objet et le sujet, hein, tu sais, dans le fond, là, qui cohabitent ensemble là, quand on se pose ces questions, qu'on fait de la recherche. Alors, c'est pour ça, je pense, la dichotomie dans l'école, puis dès qu'on veut rentrer un peu de numérique, il y a toujours une contestation, en tout cas, les gens sont... Ben, certains ont beaucoup d'engouement, mais il y a une résistance parce que les gens veulent reproduire ce qu'ils ont connu et s'attendent c'est très rare qu'on va voir quelqu'un qui va dire « ben moi, je suis dans le milieu de l'éducation, mais je ne veux pas refaire faire ce que j'ai vécu. » Les gens qui sont en éducation, c'est parce qu'ils ont aimé ça probablement lorsqu'ils étaient jeunes. Et ils ont la première tendance, je ne dis pas que c'est tout le monde, la première tendance, c'est de refaire ce qu'on a vécu parce qu'on a aimé ça. C'est ça. Donc, ça devient difficile. C'est une bonne question. Bonne question. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est pour ça qu'on en discute. On réfléchit à voix haute. À écouter ta question, puis à écouter ta réponse, Céline, il y a quelque chose qui émerge dans mon esprit, c'est l'incessante recherche de sens. Peu importe dans le monde qu'on vivait, que ce soit l'Antiquité, que ce soit la société industrielle, par rapport à l'écrit, notre rapport... et même dans le monde d'aujourd'hui, hein, on cherche le sens par rapport à quelque chose. Et cette quête de sens-là pourrait peut-être, dans le contexte actuel, être, j'allais dire, amplifiée ou pourrait être permise ou il y aurait un effet de levier si on pensait peut-être un peu à l'extérieur de la boîte par rapport à notre système école tel qu'on l'organise. Ça, c'est mon opinion personnelle là-dessus. Si on reconfigurait le système école, comme à certains endroits dans la planète, on voit, il y a des tentatives qu'ils font pour essayer de organiser le temps, l'espace, les finalités et même les rôles. Moi, là-dessus, présentement, je suis en train de lire un livre fort intéressant de Philippe Longchamp et Charlotte Graham, Transformative Education. Philippe qui est québécois, qui enseigne en Suède. Et puis, comment est-ce que, de façon très pratico-pratique aussi, on offre aux enseignants des conseils ou des idées pour repenser le moment qu'on passe par rapport à un sujet, puis de faire ressortir des interconnexions sur une thématique centrale. Fait qu'au travers de ça, on pourrait apprécier la dimension littéraire, la dimension mathématique, la dimension histoire, la dimension... peu importe. Et qu'à ce moment-là, ça demande tout un autre... faut repenser à ce moment-là le modus operandi de ce système école-là. C'est vrai que c'est tout un autre... on bascule vers quelque chose de complètement nouveau par rapport à l'école qu'on a connue, où est-ce qu'on allait, on s'assoyait, puis on avait des maths, des français, des matières par bout de période. Ça change aussi ta posture comme enseignant, pour dire, bon, mais je ne suis pas connaissant dans tout ça. Par contre, avec mes collègues, collaborativement, si on propose quelque chose qui peut être générateur de sens ou qui peut répondre à un besoin
local ou plus grand qu'on aurait identifié ensemble avec les jeunes puis y travailler. Donc, à ce moment-là, ça permet l'éclosion de toutes sortes d'activités au travers duquel on pourrait, je pense, arriver à faire des apprentissages, que ce soit disciplinaire ou autre. Tu sais, moi, je suis un gars qui aime les métaphores, là, puis je compare ça. Là, on ne veut pas en faire un potage d'automne où est-ce qu'on a passé ça au blender et qu'on ne reconnaît plus les ingrédients, mais plutôt un bon bouillon où est-ce qu'on reconnaît les différents légumes qui sont là et que globalement, ensemble, ça génère un sens. Puis je pense que dans la complexité du monde tel que Cartier le décrit et vers tous les développements exponentiels qu'on y voit, de cette grande complexité-là, cette recherche de sens-là, elle va être encore de plus en plus présente. Maintenant, au travers de ça, est-ce qu'on saura, est-ce que les jeunes sauront justement se fier sur des savoirs qui sont fiables, qui sont durables, mais qui sont aussi transférables? Ça, c'est un beau défi qu'on a, parce qu'on ne veut pas créer une génération de jeunes qui voient les gros problèmes mais dotés de fausses conceptions scientifiques ou n'est pas capable de calculer une mesure en système métrique ou des choses de base comme ça. Hein? C'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais. Donc, c'est assez gros comme défi, mais déjà, je vois apparaître à différents endroits là, des bribes vraiment intéressantes, de nouveaux regards sur la manière de le faire pour que ce qui est vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire être ébahi, émerveillé par des nouvelles connaissances, la beauté des choses, et ainsi de suite, qu'on est capable ensuite de les mettre en rapport avec des situations qui nous entourent et de peut-être mieux les adresser comme citoyens. Donc, ta question était très, très bonne. De la largeur et de la profondeur tout à la fois. Ça. C'est un peu ça. C'est un beau défi. Et d'ailleurs, parce que tu parlais de métaphore, Jacques, j'entendais Michel Cartier, lui, il parlait de la métaphore un peu comme des plures d'oignon, parce qu'il disait que cette nouvelle réalité de culture écran, puis ça revient un peu à ce que tu soulevais tantôt, Céline, vient se superposer, dans le fond. Hein? Ça vient pas effacer celle, tu sais, dans le fond, tout ce qui existait, dans le fond, avant, et qu'elle venait se superposer, mais qu'elle faisait maintenant partie de la réalité. Et ça revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Jacques, on est dans un monde un petit peu plus complexe aussi. Fait comment envisager les défis de la profession enseignante et tous les acteurs et les actrices qui entourent la profession à faire là-dedans, ça en fait vraiment quelque chose de complexe et qu'il faut le voir de façon multidimensionnelle, multidisciplinaire, de croiser des expertises de recherche à travers ça, de stimuler la recherche sur le terrain avec la recherche universitaire qui se fait aussi. Je pense qu'on a là des pistes de solutions dont probablement Michel Cartier serait d'accord. Il semblait être un universitaire très branché sur le terrain là, quand on l'écoute. Très branché et même visionnaire. J'aimerais profiter du fait qu'on parle de lui, de parler un peu de l'ampleur de son côté visionnaire qui semblerait, c'est peut-être une légende urbaine, mais qu'il aurait consulté conseillé plutôt les grands de ce monde dans toutes sortes d'espaces ou de forums plus ou moins fermés. Et que la légende urbaine dit qu'il aurait dit au début des années 80 un certain Jobs et un certain Gates, hey les boys, il y a quelque chose qui s'en vient, ça s'appelle les médias sociaux, check it out. Là, donc ça en dit long. Je ne peux pas confirmer ceci, mais semblerait que. Ouais, c'est un monde qui a changé, qui n'est plus du tout. Ça revient... j'aime beaucoup le premier énoncé de son site, une citation de page couverture du Time en 2012, hein, qui dit que c'est pas la fin du monde, mais la fin du monde tel qu'on le connaît. Je pense que c'est ça qui résonne à partir de tout ce qui a été dit. Donc, parce qu'on parlait tantôt qu'il semblait, dans ces dernières années, avoir une certaine
une certaine inquiétude sur des choses qui voyaient se développer, mais en même temps, on voit dans ce qu'il a laissé qu'il y a quand même un message d'espoir il y a quelque chose qui semble se terminer en partie, mais il y a quelque chose de nouveau aussi qui commence. Fait que ça en fait une œuvre intéressante à creuser. Il ne nous a pas proposé de solution. Il a juste posé des cartographier un peu, on pourrait dire ça. J'adore cette question à la toute fin quand il dit « Nous n'avons pas idée que ce que ça implique de vivre dans un monde d'images. C'est comme vivre constamment dans un environnement où la musique est trop forte, c'est strident, fatigant, parce que émotionnellement trop soutenu. » Là, au lieu de dire « On devrait faire ça », il dit plutôt « Est-ce que vivre un monde saturé d'infospectacles, donc très émotif, est-ce que c'est une bonne chose? » Donc, il nous laisse avec ça. Mais moi, je dirais, du séminaire qu'on a assisté là, pendant 6 séances, nous, on a retenu des éléments qui sont assez positifs qu'on a soumis à Cadre 21. Donc, il y a une formation à Cadre 21, mais c'est en se rencontrant qu'on a dit qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, parce qu'on ne savait pas, on voulait que le legs ou la formation qu'on avait eue, qu'il y ait des petits, que ça soit utile dans le monde de l'éducation. Donc, on s'est penché sur la question qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Puis c'est là que nous est venue l'idée qu'au lieu de parler de médias, de langage médiatique, d'image écran, on s'est dit, ah oui, l'image est importante, on va parler de langage augmenté. Et là, il y a une formation à Cadre 21 sur les langages augmentés. Mais cette formation-là, elle repose sur toute la recherche de Michel Cartier. Et je vous invite à aller voir sur Cadre 21 cette formation-là, en tout cas, tout au moins la consulter, parce que vous allez voir que l'image prend beaucoup d'importance, mais qu'on peut l'utiliser à bon escient dans nos pratiques pédagogiques. Que ce soit par l'utilisation de pictogrammes, tout ce qui est des organisateurs graphiques, ce sont des langages augmentés et ça permet de soutenir le développement de la pensée. Et il y a aussi tous les textes qui sont imagés. Donc, il y a beaucoup de formes imagées qu'on peut facilement utiliser dans nos pratiques pédagogiques. Et qui peuvent très bien autant accompagner un enseignant d'univers social fin secondaire que l'enseignante au primaire dès les premières années. Tout à fait. Donc, nous, en tout cas, ce que je trouve bien, c'est qu'à partir de cette formation-là, on a pu en faire quelque chose de positif et d'utile pour les pratiques pédagogiques. Effectivement, fait que ça nous propulse vers des éléments positifs puis à intégrer dans notre boîte à outils pédagogique qu'on pourrait dire, parce qu'effectivement, j'en parlais encore récemment avec des collègues, puis tout de suite, ils ont pensé, ah oui, c'est un peu l'aspect multimédia qu'on a dans nos contenus en ce moment, puis oui, il y a vraiment une richesse, dans le fond, qui va au-delà de ce qu'un simple livre, dans le fond, écrit pouvait nous offrir. C'est que là, on peut bénéficier des vertus de l'un et des vertus, dans le fond, de l'autre qui sont possibles avec le numérique. Fait que ça ouvre, dans le fond, un nouveau champ de possibles dans lequel des actions éclairées basées sur une action réflexive, Jacques, peut permettre d'apporter quelque chose d'intéressant pour éclairer nos nouvelles générations qui sont à l'école devant ce monde de plus en plus complexe. Puis on pourrait finir la discussion sur ces mots-là. Hein. Le monde change. Fait que faut vivre avec. Oui, il faut s'adapter puis vivre avec. Absolument. Et le faire changer à nouveau. Ah oui, et puis tout ça dans un processus d'amélioration continue, évidemment. Céline Twigg, Jacques Cool, merci infiniment d'avoir pris du temps pour s'asseoir avec moi. Merci de l'invitation. Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'œuvre de Michel Cartier? Cette discussion avec Céline et Jacques a mis en lumière quelques éléments clés de son héritage qui, nous espérons, auront piqué votre curiosité. Quels sont les impacts de cette nouvelle culture de l'image-écran dans notre rapport au savoir? Comment intégrer judicieusement la lecture à l'écran dans nos pratiques pédagogiques et dans notre formation continue? Alors pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Langage augmenté, disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!